Bonjour, bienvenue à la 4e leçon d'électrocinétique du cours Physique 2. Aujourd'hui, la leçon portera sur les circuits du premier ordre, c'est-à-dire les circuits du type résistance-condensateur ou résistance-inductance. Le plan de la leçon sera le suivant. Tout d'abord, nous reviendrons sur les éléments que sont les condensateurs et inductances. Nous verrons en particulier que les définitions que nous avons données précédemment de condensateur inductance sont des définitions valables dans le cas idéal. Dans la réalité, lorsque ces composants sont fabriqués, il y a des imperfections que nous mettrons en évidence. Nous passerons ensuite à la mise en équation des circuits de type résistance-condensateur et résistance-inductance. Nous présenterons la méthode de mise en équation de ces circuits. Dans un troisième temps, nous verrons comment résoudre les équations obtenues pour ces circuits. D'une part, la résolution lorsqu'il n'y a pas de générateur, soit de courant, soit de tension dans ces circuits. Et d'autre part, dans un dernier temps, lorsque des générateurs sont présents dans ces circuits. Passons tout de suite à la première partie de cette leçon qui porte sur les condensateurs et inductances. Un condensateur idéal, souvent représenté de la manière suivante, comme déjà présenté dans une précédente leçon, où nous avons ici le condensateur représenté par ces deux traits verticaux, la tension U aux bornes du condensateur et le courant qui le traverse. Ce condensateur va stocker des charges électriques, ici notées Q. Nous noterons C, la capacité du condensateur en farad. Nous avons la relation suivante entre les charges stockées par ce condensateur et la tension à ces bornes, c'est-à-dire que les charges stockées par le condensateur sont égales à C, la capacité du condensateur, fois la tension à ces bornes. Et puisque nous avons une relation qui lie le courant qui traverse le condensateur aux charges, nous obtenons la relation intrinsèque du condensateur qui est égale à I, qui est donnée par I égale C du sur dt. Ou encore, sous une forme dite intégrale, ou si nous intégrons de part et d'autre de cette équation, eh bien nous pouvons écrire cette équation sous forme intégrale, où nous écrirons la tension en fonction du courant, plus une valeur initiale à l'instant t0 de la tension aux bornes du condensateur. Alors ceci sont les relations qui existent dans un condensateur idéal. Bien entendu, dans la réalité, les condensateurs ont des défauts. Ces défauts peuvent être représentés par des résistances mises en série et en parallèle. Ces résistances constituent des éléments de perte dans le condensateur. La résistance RS mise en série avec un condensateur idéal va représenter la résistance ohmique des conducteurs présents dans le condensateur. La résistance RP, mise en parallèle avec le condensateur idéal, représente les pertes dans le diélectrique du condensateur, qui est présent entre les deux armatures du condensateur. Bien entendu, ces pertes vont amener un certain nombre de défauts. D'une part, le premier défaut va être l'échauffement du condensateur lorsqu'il sera traversé par du courant. Une deuxième conséquence de ces pertes est qu'il ne sera pas possible de stocker de l'électricité sur de très longues périodes dans les condensateurs. On pourrait effectivement imaginer charger un condensateur avec une certaine quantité de charge et pouvoir utiliser ainsi ce condensateur comme élément de stockage. Malheureusement, en raison de ces pertes, on ne pourra pas stocker ces charges sur de long terme puisque cette énergie stockée sera dissipée dans les résistances de perte. Ainsi, dans la suite, lorsque nous parlerons de condensateur idéal, nous supposerons que la résistance série
sera égale à 0 et que la résistance parallèle tendra vers l'infini. Ainsi, dans le cas où on analyse des circuits réels, nous pourrons tenir compte de ces pertes en ajoutant des résistances dites de perte dans le circuit analysé. De la même manière, pour les inductances, nous verrons ensuite qu'il y a également des pertes. Mais passons tout d'abord à l'énergie stockée par un condensateur idéal. Si nous reprenons notre condensateur idéal sans tenir compte des pertes, eh bien, nous pourrons dans un premier temps définir la puissance dans ce condensateur. Et nous avons établi précédemment que la puissance était donnée par le produit courant-tension ici indiqué. Et en remplaçant le courant par son expression en fonction de la tension aux bornes du condensateur, nous obtenons ici cette expression qui va lier le courant, la puissance à la tension aux bornes du condensateur. À partir de là, il est très aisé d'obtenir l'énergie stockée dans le condensateur, puisque par intégration de la puissance, nous accédons à cette énergie qui s'exprimera en joules. Donc, si nous intégrons l'expression de la puissance précédemment obtenue, nous obtenons une expression qui va lier la tension aux bornes du condensateur à l'énergie. Mais nous savons très bien qu'au moins pour un temps très reculé, on va dire un temps qui est égal à moins l'infini, au moins on pourrait dire au moment où le condensateur a été fabriqué, que l'énergie stockée par ce condensateur était nulle. Par conséquent, nous obtenons l'expression suivante pour l'énergie stockée dans un condensateur. L'énergie stockée dans un condensateur qui s'exprime en joules sera donnée par 1/2 de C U carré, C étant la capacité du condensateur qui s'exprime en farad, U la tension aux bornes du condensateur qui s'exprime en volts. Nous savons que dans les systèmes physiques, l'énergie ne peut pas être discontinue, donc ceci va nous amener des contraintes de continuité de la tension aux bornes du condensateur. En effet, si nous avons une charge stockée dans le condensateur donnée par la relation Q égale Cu, eh bien, immédiatement, nous pouvons montrer que si la tension appliquée au condensateur subissait une discontinuité, par exemple ici sur la figure, pour passer à l'instant t égale 0 de la valeur de tension U1 à la valeur de tension U2, alors cela voudrait dire qu'à cet instant t0, la variation de tension par rapport au temps tendrait vers l'infini, puisqu'on a une variation infiniment rapide de la tension U1 à la tension U2. Par conséquent, étant donné la relation qui va lier les charges à la tension, eh bien, nous aurions une variation de charge stockée dans le condensateur qui tend également vers l'infini. Donc une variation infiniment rapide des charges stockées. Bien entendu, ceci n'est pas possible, et ça se traduirait également par un courant qui traverserait le condensateur, qui tendrait vers l'infini. Bien entendu, ceci n'est pas possible physiquement. De la même façon, nous allons étudier plus précisément le composant qui est l'inductance. Nous allons tout d'abord présenter l'inductance idéale, telle que nous l'avons vue au cours d'un précédent cours. Cette inductance est caractérisée par une tension à ses bornes, un courant qui la traverse, et une valeur d'inductance qui s'exprime en Henry. Cette inductance va stocker de l'énergie. Nous pouvons, cette énergie est stockée sous la forme d'un flux magnétique, et nous avons une relation très simple qui relie le flux magnétique qui est dans cette inductance au courant par la formule phi égale Li. De la même façon,
la tension aux bornes de cette inductance est donnée par la dérivée U égale dφ sur dt. Et par conséquent, nous avons la relation que nous avions déjà présentée, U égale L dI sur dt, qui relie la tension aux bornes de l'inductance au courant qui la traverse. Ici, nous avons une forme dite dérivée. Nous pouvons également exprimer cette équation sous forme intégrale, en intégrant de part et d'autre, où nous avons ici l'intégrale de la tension de l'instant initial T0 à l'instant actuel T, plus un courant initial qui était présent dans l'inductance à l'instant initial T0. Passons maintenant tout de suite à l'étude, à voir ce qui se passe dans une inductance réelle. Comme pour le condensateur, cette inductance possède un certain nombre d'imperfections. Quelles sont ces imperfections? D'une part, cette inductance possède une résistance série, cette inductance réelle possède une inductance série et une résistance parallèle. La résistance série correspond à la résistance des fils avec lesquels cette inductance a été réalisée. La résistance parallèle rend compte des pertes magnétiques dans le circuit magnétique lorsque cette inductance est bobinée sur un noyau par exemple de type ferromagnétique. En effet, dans les matériaux ferromagnétiques, lorsque ce matériau ferromagnétique subit une variation de flux, donc dans l'inductance de courant, il y a des pertes dites ferromagnétiques, pertes par hystérésis et pertes dites par courant de Foucault. Donc, afin de rendre compte de ces pertes et des chaufsements supplémentaires dans l'inductance lorsqu'elle est fabriquée à l'aide d'un noyau magnétique, eh bien, nous en tenons compte à l'aide de cette résistance mise en parallèle. Résistance qui n'existe pas lorsque c'est une inductance AR, qui ne possède pas de noyau magnétique. Donc, quelles sont les conséquences de ces résistances? D'une part, des pertes de puissance dans les résistances parallèles et séries. Ces pertes se traduiront par un échauffement de l'inductance réelle au cours du fonctionnement. Ainsi, lorsque nous parlerons d'inductance, nous parlerons principalement d'inductance, nous parlerons effectivement d'inductance plutôt idéale, où la résistance série tend vers 0 et la résistance parallèle tendra vers l'infini. Si nous voulons tenir compte des pertes dans l'inductance, alors nous ajouterons au circuit ces éléments pour en tenir compte. D'autre part, lorsque un noyau magnétique est utilisé pour cette inductance, eh bien, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle de la saturation magnétique, à savoir que le flux dans un matériau magnétique arrive à saturation à une certaine valeur, ce qui peut être pris en compte par la variation de l'inductance, de la valeur de l'inductance de cette bobine, on pourrait dire, en fonction de la valeur du courant. Ainsi, lorsque le courant augmente, la valeur de l'inductance va diminuer lorsque la bobine possède un noyau magnétique. Voilà un petit peu les défauts des inductances réelles qui devront, dans certains cas, être pris en compte lors de l'analyse des circuits pour, si par exemple nous voulons évaluer de manière précise les pertes dans un circuit et par voie de conséquence son rendement. Passons tout de suite à l'étude de l'énergie stockée dans une inductance. Nous considérerons pour cela une inductance idéale. La puissance est toujours donnée par le produit entre la tension aux bornes de cette inductance et le courant qui la traverse, et en remplaçant la tension par son expression en fonction du courant, l'expression de la puissance est obtenue. Par intégration de cette expression de la puissance, nous obtenons directement de manière très simple
l'énergie stockée dans cette inductance, qui s'exprime toujours en joules, et qui sera donnée par l'expression suivante. Donc nous avons l'énergie en joules, obtenue par intégration de la puissance, depuis le temps moins l'infini jusqu'au temps actuel. Et nous avons ici cette expression, prise en deux valeurs, à l'instant t, à l'instant moins l'infini. Comme pour le condensateur, nous pouvons dire que pour un temps très reculé, l'énergie stockée dans cette inductance était nulle, au moins le jour de sa fabrication, si on veut aller vraiment dans un temps très reculé. Et par conséquent, l'énergie au temps t égale moins l'infini pourra être considérée comme nulle. Et par conséquent, nous obtiendrons l'expression suivante pour l'énergie stockée dans l'inductance idéale. W est égal à 1/2 de Li carré. Donc, l'énergie dépend essentiellement du carré du courant et est proportionnelle à la valeur de l'inductance. Excusez-moi. Nous pouvons, à partir de cette étude de condensateur d'inductance, montrer qu'il y a une certaine dualité entre condensateur et inductance, à savoir que nous retrouvons à peu près les mêmes formes d'équations, que ce soit pour un composant ou pour l'autre. En effet, si nous regardons, donc ici nous rappelons sur ce dessin les deux dessins, les symboles utilisés pour un condensateur et une inductance, Q représente les charges stockées dans le condensateur, phi le flux magnétique dans l'inductance. Nous avons une relation entre charge stockée dans le condensateur et tension aux bornes. De la même façon, pour l'inductance, nous avons une relation entre le flux magnétique et le courant qui traverse cette inductance. De la même façon, nous avons une équation qui va relier courant et tension avec comme coefficient de proportionnalité la capacité, dans le cas du condensateur. De la même façon, pour l'inductance, une relation qui va lier tension et courant par le facteur de proportionnalité, qui est la valeur de l'inductance du composant. Nous avons ainsi, nous voyons que nous avons deux éléments de stockage d'énergie, que sont le condensateur et l'inductance. Le condensateur, stockage d'énergie électrostatique, de type électrostatique. Inductance, stockage de l'énergie de type électromagnétique. Ces énergies sont données pour le condensateur par 1/2 de Cu carré et pour l'inductance par 1/2 de Li carré. Alors, nous voyons ici que dans le cas du condensateur, la tension joue un rôle très particulier parce qu'elle est directement liée à l'énergie. De la même façon, pour l'inductance, le courant joue également un rôle très particulier puisqu'il est directement lié à l'énergie. Alors, nous appellerons ces variables très particulières qui sont liées à l'énergie dans le composant les variables d'état du composant. Cette notion de variable d'état est très importante et devra être prise en compte plus tard lors de la mise en équation des circuits, puisque ces variables d'état, tension pour le condensateur, courant pour l'inductance, qui seront nos inconnus lorsque nous allons résoudre les équations des circuits. Ceci permettra en réalité de tenir compte de manière implicite du fait que l'énergie dans ces composants ne peut pas être discontinue. Nous passons maintenant à l'analyse des conséquences pratiques de la continuité de l'énergie dans ces composants. Alors, à savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces composants. Par exemple, si nous prenons un condensateur, si à l'instant initial, la force électromotrice ici, délivrée par ce générateur, est différente de la tension aux bornes du condensateur, alors si nous fermons l'interrupteur K, il y aura un saut de tension aux bornes du condensateur, ce qui va entraîner un courant très important dans le condensateur qui pourra amener à sa destruction. Ainsi, en pratique, si la tension aux bornes du condensateur et celle délivrée par le générateur de tension sont différentes, il sera interdit de fermer l'interrupteur K, car à ce moment-là, il y aurait un courant très important entre le générateur et le condensateur qui risquerait d'endommager le condensateur. Donc,
c'est une considération très importante à prendre en compte lors de la conception des circuits. De la même façon, pour l'inductance, si nous avons un circuit ici de type série entre un générateur de tension et une inductance, dans ce circuit circule un courant noté ici IL, il sera interdit d'ouvrir cet interrupteur si le courant est différent de 0, car à ce moment-là, il y aurait une discontinuité du courant, d'où une très forte tension aux bornes de cette inductance qui risquerait de la même façon d'endommager cette inductance. Donc, lorsqu'un circuit inductif, donc possédant une inductance, est parcouru par un courant, il est absolument interdit d'ouvrir ce circuit tant que le courant n'est pas nul, au risque d'endommager ce circuit. Donc voilà, ce sont des considérations pratiques qui découlent directement de la continuité de l'énergie dans ces composants et qu'il faut absolument prendre en compte lors de la conception de circuits utilisant condensateur et ou inductance. Passons tout de suite à la mise en équation des circuits de type RC et RL. Donc, dans la suite, nous ne considérerons que des condensateurs et inductances idéaux. Et si nous voulons tenir compte des imperfections de ces inductances ou condensateurs, les termes résistifs seront ajoutés au reste des résistances du circuit. Alors, ce que nous allons analyser maintenant, ce sont les régimes transitoires qui peuvent exister dans ces circuits de type RC ou RL. Pour cela, les circuits que nous allons considérer sont des circuits constitués de générateurs et de résistances alimentant un condensateur ou une inductance. Ces circuits peuvent être constitués d'autant de générateurs et de résistances que l'on souhaite. La seule contrainte ici, dans le cadre de notre étude, est qu'il n'y a qu'un seul élément réactif, soit un condensateur, soit une inductance, dans l'ensemble du circuit. La première étape de l'étude va constituer à remplacer le circuit linéaire constitué d'un ensemble de générateurs et de résistances par son équivalent de Thevenin ou de Norton. Dans l'exemple qui va suivre, nous prendrons le cas où nous avons remplacé le circuit linéaire, qui peut être très complexe, par son équivalent de Thevenin ou Norton, méthode que nous avions présentée lors d'une précédente leçon. Ainsi, l'équation du circuit RC, après avoir remplacé le circuit linéaire par son équivalent de Thevenin et de Norton, sera obtenue par écriture des équations de ce circuit, où nous voyons bien que nous avons remplacé le circuit linéaire par son équivalent de Thevenin ici, où nous avons le générateur de Thevenin équivalent et la résistance de Thevenin équivalent connectés dans cet exemple à un condensateur. Nous pouvons tout d'abord écrire l'équation qui régit la tension aux bornes du condensateur. Nous avons le courant qui traverse le condensateur égale C dUAB sur dt. Et nous pouvons également écrire l'équation de la maille. Ici, nous avons une seule maille formée par ce générateur, cette résistance et ce condensateur. Et nous avons une maille qui va s'écrire E Thevenin égale RI plus U. Donc, à partir de là, en remplaçant le courant I par sa valeur en fonction de la tension, nous obtenons l'équation de la maille. Par conséquent, en résumé, nous avons une maille, donc une inconnue, d'après la théorie générale. Il y a ici une seule inconnue, qui sera la variable continue, c'est-à-dire la variable qui ne peut pas subir de discontinuité. Donc, comme nous l'avons indiqué précédemment, la variable qui ne peut pas subir de discontinuité est la tension aux bornes du condensateur, donc ça sera notre inconnue pour la résolution de ce circuit. Si nous regardons maintenant le cas où la charge est constituée par une inductance, eh bien de la même manière, nous remplacerons le circuit linéaire par son équivalent de Thevenin. Nous pourrons écrire tout d'abord l'équation
du dipôle, à savoir U, enfin la relation qui va lier la tension et le courant dans le dipôle, à savoir U égale L dI sur dt. Nous avons encore la loi de la maille qui ne change pas, qui est la même que précédemment, et remplaçant la tension UAB par sa valeur en fonction du courant, nous obtenons ici cette expression pour la maille. Une fois de plus, nous avons une maille et l'inconnu qui est la seule sera la variable continue. Et comme pour le cas du condensateur, la variable continue est celle qui est liée à l'énergie. Dans le cas de l'inductance, ce sera le courant qui traverse cette inductance. À partir de là, nous avons une fois de plus une certaine dualité entre le circuit RC de type, enfin le circuit de type RC et le circuit de type RL, où nous voyons que nous avons bien la même forme d'équation, c'est-à-dire un générateur qui serait ici un générateur de tension, ici un générateur de tension divisé par une résistance, en gros un générateur de courant, égal à une équation du type X plus une constante fois dx sur dt, X pouvant être, enfin X une variable inconnue, pouvant être la tension dans le cas du condensateur ou le courant dans le cas de l'inductance. À partir de là, il est évident que la résolution de ces deux équations obéira à la même méthode. Et nous allons voir tout de suite quelle est la méthode générale que nous allons adopter pour la résolution de ce type d'équation. En effet, hein, comme nous l'avons dit, nous avons ici une forme, un terme source noté ici y, égale une variable inconnue notée ici x, plus une constante fois dx sur dt. Cette constante joue un rôle particulier, c'est ce qu'on appelle la constante de temps du système qui s'exprime en secondes. Dans le cas du circuit résistance condensateur, cette constante de temps est égale à RC. Dans le cas d'un circuit inductif, circuit RL, cette constante de temps est égale au rapport inductance sur résistance. Cette constante de temps joue un rôle particulier, c'est elle qui va nous dire si un circuit réagira plus ou moins rapidement aux variations des sources extérieures. En effet, plus la constante de temps sera grande, moins le circuit réagira vite, et plus la constante de temps sera petite, plus le circuit réagira vite aux sollicitations extérieures. Donc c'est cette constante de temps qui caractérisera le comportement principal dans notre circuit RC ou RL. Alors la résolution de ce type d'équation obéit à une méthode très très générale qui est en réalité démontrée dans un cours de mathématiques. Et donc nous allons directement passer à la méthode générale de résolution de ces circuits. L'équation que nous avons présentée est une équation générale, une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, donc qui s'écrit de la façon suivante, hein, l'équation que nous avons présentée précédemment, et sa solution, la solution de cette équation sera menée en plusieurs étapes. Une première étape consistera à déterminer la solution de cette équation lorsque l'entrée du circuit est nulle. Par exemple, lorsque les générateurs seront éteints, de manière générale, lorsque les générateurs seront éteints. Donc, nous chercherons la solution de l'équation dite sans second membre, c'est-à-dire lorsque y de t égale 0. C'est la solution sans second membre. À partir de là, une deuxième étape consistera à trouver une solution particulière de l'équation générale qui va tenir compte des générateurs présents dans le circuit. Et pour cela, nous chercherons une solution de la même forme que y de t. Et ensuite, nous déterminerons les constantes d'intégration de cette équation différentielle,
ici plutôt la constante d'intégration de cette équation différentielle, puisque c'est une équation différentielle du premier ordre, elle aura une constante d'intégration qui sera déterminée à partir de la valeur initiale de la grandeur recherchée à l'instant t égale 0. Alors, que traduit physiquement cette valeur initiale? Eh bien, elle traduit le fait que l'élément réactif, condensateur ou inductance, a stocké de l'énergie, et donc nous ne pourrons prédire le comportement du circuit que si nous connaissons l'énergie initiale stockée par ces aliments réactifs que sont la capacité ou le condensateur ou l'inductance. Alors, passons tout de suite à la résolution excusez-moi, de l'équation sans second membre, c'est-à-dire lorsque les sources sont éteintes. Eh bien, donc cette équation sans second membre est également appelée équation homogène, ou ESSM, équation sans second membre, donc donnée par cette forme très générale ici, et sa solution, hein, qui est obtenue par la méthode dite de séparation des variables, sera de la forme suivante, où nous avons noté x, h, avec un h comme homogène pour dire que ce x, cette solution, est la solution de l'équation homogène sans second membre, où nous avons ici une solution de type exponentielle, et où la constante k sera déterminée plus tard, c'est ce qu'on appelle la constante d'intégration, qui ne peut être déterminée que par la connaissance des conditions initiales. Voilà, donc K est la constante d'intégration, qui sera déterminée plus tard. Passons tout de suite à la recherche d'une solution particulière. Alors, la solution particulière dépendra bien évidemment du type d'entrée auquel est soumis le circuit. Alors, nous allons considérer ici le cas d'une entrée de type échelon. Alors, qu'est-ce qu'une entrée de type échelon? Alors, nous avons représenté ici l'entrée du système, note ici y de t en fonction du temps, et une entrée de type échelon, eh bien c'est une entrée qui, à un instant donné, passe d'une certaine valeur à une valeur constante de manière brusque. Donc, nous pourrons traduire ça mathématiquement, c'est-à-dire que pour le temps supérieur ou égal à t0, nous avons y de t qui est égal à une valeur constante y0. Alors, donc si nous reportons ça dans notre équation générale, dans l'équation générale de notre système, eh bien, évidemment, une solution particulière très simple ici, donc une solution particulière très simple pour x de t que nous noterons ici, x solution particulière, est également la même valeur, y0, une valeur constante. En effet, si nous remplaçons cette valeur y0 dans cette équation pour les valeurs prises par x, eh bien, sachant que la dérivée d'une constante par rapport au temps est nulle, nous vérifions bien que y0, la solution particulière ici, est bien une solution de cette équation. En résumé, si nous reprenons le système initial que nous avions, eh bien, nous avions donc une équation différentielle du premier ordre avec une entrée constante pour un temps t supérieur à t0, avec une condition initiale x0. Eh bien, la solution de cette équation sera donnée par la somme de la solution obtenue pour l'équation homogène plus la solution particulière. Ainsi, nous faisons ici la somme de la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Donc, en tenant compte de la condition initiale, de la valeur initiale prise par la variable x à l'instant t0, eh bien, nous obtenons la forme générale que nous avons ici. Alors, nous avons ici pris le cas général où la valeur initiale était différente de 0, puisque la valeur initiale de notre inconnu x ici prenait la valeur x0, et nous avons pris un instant initial quelconque, t0. Afin de simplifier un petit peu cette écriture, et je dirais de faciliter la représentation graphique de cette équation, nous pouvons effectuer un changement de variable qui va consister à se placer autour
du point de fonctionnement considéré x0 et de prendre comme instant initial l'instant d'apparition de l'échelon, c'est-à-dire l'instant t0. Ainsi, nous ferons le changement de variable suivant, où nous noterons x', la valeur prise par x moins sa valeur à l'instant initial, et t', le temps moins le temps initial, instant initial auquel apparaît l'échelon. Et par conséquent, l'expression de la solution est ici beaucoup plus simple, puisque nous aurons ici une constante fois une forme qui va dépendre de manière exponentielle du temps. Alors, une représentation graphique de cette réponse est très simple, puisqu'il s'agit simplement d'une fonction exponentielle à représenter. Alors, nous avons sur cette figure représenté donc, la variable x' en fonction du temps t', donc notre instant initial ici est 0, en fait, qui correspond à l'instant réel t0. Et si nous voulons représenter les valeurs prises par x' au cours du temps, nous obtiendrons ici cette forme exponentielle. Sachant que cette exponentielle tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini, puisque la constante de temps ici était une constante positive, eh bien nous avons, quand t tend vers l'infini, x' en fonction du temps qui tend vers y moins x0. Donc voilà une valeur particulière. Une autre valeur particulière est la valeur prise par cette fonction en l'instant t, où t' égale tau. Donc en cet instant t' égale tau, nous avons la valeur x' qui va valoir 63% de sa valeur initiale. Donc cet instant tau a été ici repéré, et nous voyons que ceci correspond à ce qu'on appelle la tangente à la courbe au temps initial. Et si nous poursuivons cette tangente jusqu'à la valeur finale prise par la valeur x', eh bien nous obtenons le temps tau'. Nous pouvons très facilement ici retrouver ce temps tau' graphiquement. Une autre valeur particulière qui est souvent considérée dans les circuits est la valeur prise par la fonction x' lorsque t égale 3 tau. En effet, lorsque nous avons t, le temps qui égale à 3 tau, 3 fois la constante de temps, bah, nous aurons 95% de la valeur finale, donc quasiment la valeur finale. De la même façon, lorsque nous serons à 5 tau, nous ne l'avons pas représenté ici, lorsque nous serons à 5 tau, nous aurons quasiment la valeur finale, puisque nous serons à 99% de la valeur finale. Donc voilà les principales caractéristiques qui caractérisent cette courbe, avec bien entendu une chose très importante qui est la valeur finale prise par cette solution qui tend vers y moins x0, hein, qui apparaissait dans notre équation, c'est-à-dire la valeur de la source moins la valeur initiale de la variable, hein, quand t tend vers l'infini. Alors, si nous appliquons maintenant cette solution générale au cas des circuits de type RC et RL, voyons ce que nous obtenons. Alors, dans le cadre d'un circuit RC-RL, nous avons ici rappelé les équations. Nous avons bien une forme du type x plus tau dx sur dt égale y, ainsi de la même manière pour le circuit RL. Et bien entendu, les réponses temporelles seront très similaires, avec des différences ici. Au niveau de la constante de temps pour le circuit RC qui vaut RC, au niveau du circuit inductif, la constante de temps vaut ici L sur R. Et la forme de la courbe sera bien évidemment la même, avec des valeurs finales qui vont bien entendu dépendre de la valeur des sources. Pour le courant, dans le cas du circuit inductif, la valeur finale sera donnée par E0 sur R. Et dans le cadre du circuit capacitif, la valeur finale sera donnée par E0. Ainsi, nous avons résolu les équations dans le cadre d'une entrée de type échelon. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque l'entrée
appliquée au circuit est de type sinusoïdal. Si l'entrée est de type sinusoïdal, nous aurons comme entrée du système une équation du type y de t égale y0 cosinus oméga t, où oméga est la pulsation en radians par seconde. Donc, la solution de cette équation passe dans une première étape par la solution sans second membre que nous avons déjà établie précédemment et la recherche d'une solution particulière. Alors, la recherche d'une solution particulière, comme nous l'avions indiqué, consiste à chercher une solution de la même forme que l'entrée, donc ici une forme de type sinusoïdal. Après quelques calculs, il vient l'expression suivante pour l'amplitude de cette solution particulière et pour cette phase. Nous avons une solution particulière du type également sinusoïdal à la même pulsation oméga t avec une phase phi. Alors, si nous regardons maintenant la solution générale, eh bien, nous devons tenir compte de l'équation sans second membre et de la solution particulière afin d'obtenir la solution générale qui est ici, après avoir également pris en compte les conditions initiales telles que nous l'avions fait dans le cadre du circuit RC, enfin RC ou RL, alimenté par une fonction de type échelon. Alors, représentons cette fonction en fonction du temps. Nous avons déjà ici une certaine enveloppe qui est due à ce premier terme, avec des constantes caractéristiques qui sont la constante de temps tau pour la réponse à 63% et 3 taux. Et si maintenant nous traçons la solution totale, nous obtenons ici une forme sinusoïdale qui tend effectivement vers une sinusoïde au fur et à mesure que le temps avance pour s'établir en régime permanent. Voilà pour la résolution de ce type de circuit du premier ordre, que ce soit pour une entrée de type échelon ou de type sinusoïdal. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Merci, au revoir.